Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je voulais faire depuis un bon moment, mais malheureusement nous n'avions pas encore toutes les infos et tous les secrets sur les titans à l'époque. Bref, comme d'habitude, cette vidéo sera séparée en plusieurs parties. On va parler de l'histoire des titans, leurs caractéristiques et bien sûr finir sur les titans primordiaux. Si vous êtes à jour dans l'animé, donc deuxième partie de saison 4, il ne devrait pas y avoir de spoil. Notre histoire commence il y a 2000 ans où une tribu, la tribu d'Eldia, arriva et réduisit un village en esclavage dont une jeune fille nommée Ymir faisait partie. Un jour, tous les esclaves furent appelés par Karl Fritz, le chef de la tribu, après que des cochons aient été libérés afin de savoir qui était le ou la coupable. Tous dénoncèrent Ymir qui fut libérée, mais en fait non, car elle fut la cible d'une chasse à l'homme, ou à la femme dans le cas présent. Traqué par des chiens et blessé, Ymir se réfugia dans un arbre creux mais tomba dans une sorte de lac. Une étrange créature qui ressemble à une sorte de Pokémon colonne vertébrale s'accrocha à Ymir et un immense éclair jaune jaillit. Un gigantesque monstre surgit alors, le tout premier titan fut né. Étonnamment, Ymir utilisa son nouveau pouvoir pour servir Karl Fritz et ainsi agrandir sa tribu en écrasant les peuples adverses et en construisant des ponts, des routes, etc. Pour la récompenser, elle eut la formidable chance de porter les enfants de Fritz, qui sont au nombre de trois, Maria, Rose et Sina. Et pour ceux qui n'auraient pas fait le rapprochement, oui, ce sont bien les noms des trois grands murs de l'île de Paradis. Bref, des années passèrent et Ymir trouva la mort, transpercé par la lance d'un guerrier captif ennemi en voulant protéger Fritz. Toujours esclave, Fritz lui ordonna de se relever, étant donné qu'elle pouvait se régénérer grâce à son pouvoir de titan, mais rien ne se passa. Ymir rejoignit le chemin, dont je vous parlerai un peu plus tard, et ce fils de chien de Fritz la découpa en morceaux et la donna à manger à ses trois filles afin de transmettre sa capacité de transformation en titan. Ah, c'est clairement pas family friendly. Et encore, dans l'anime, c'est assez censuré par rapport au manga. Vers la fin de sa vie, les dernières volontés de Fritz étaient que leur fille transmette au maximum le pouvoir des titans, de la même façon qu'il avait fait avec le cadavre de leur mère. Le titan originel d'Ymir donna alors naissance aux titans primordiaux. Par la suite, pour faire court, il y a eu la Grande Guerre des Titans qui opposa les empires d'Eldia et de Mar. Pour faire simple, durant des centaines d'années, différents peuples sous les ordres de la famille Fritz furent en conflit pour l'obtention des titans primordiaux. Malgré cela, l'empire eldien prospéra tout de même. Parmi elles se trouvaient les Mar, une très grande nation militaire qui fut colonisée et fut victime de nombreuses atrocités de la part de l'empire d'Eldien pendant près de 1700 ans. Le 145e roi d'Eldia, Karl Fritz, descendant de celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, fut vaincu par un Mar nommé Elos. Fritz quitta le conflit avec quelques Eldiens et Mar en profita pour renverser l'empire d'Eldia après une guerre civile. L'empire Mar s'empara de 7 titans primordiaux et Elos fut considéré comme un héros parmi les Mar pour avoir chassé le roi. De son côté, Karl Fritz se réfugia sur l'île de Paradis, changea son nom en Reiss, mais surtout utilisa le pouvoir de son titan originel pour construire trois grands murs à partir de titans et modifier la mémoire des Eldiens afin de leur faire oublier le conflit contre les Mars, et même le fait qu'il y ait d'autres humains survivants. Il utilisa le grand terrassement comme moyen de dissuasion afin que les Mars n'attaquent pas Paradis. La suite, vous la connaissez aussi bien que moi. Après, ce que je viens de vous raconter n'est qu'une version parmi tant d'autres, vu que l'histoire a un peu été modifiée, notamment chez les Mars, pour endoctriner les plus jeunes. Pour résumer, Mar devint une nation très puissante et reprit le dessus contre les Eldiens restants en les parquant dans des camps version Seconde Guerre mondiale, avec ségrégation ethnique, racisme, violence, etc. On a parlé histoire, maintenant on va parler science. Ah mais on apprend des trucs avec mes vidéos, faut pas croire. Pour commencer, seuls les Eldiens, les descendants d'Ymir, ont la capacité de se transformer en titan. Même un enfant issu d'un Mar et d'un Eldien peut le faire. Pour qu'un humain se transforme en titan, il doit s'injecter le liquide cérébrospinal d'un détenteur de titan primordial. Les titans normaux ont une forme humanoïde et gardent plus ou moins, même plus moins, c'est compliqué, les traits qu'ils avaient lorsqu'ils étaient humains. Certains ont des membres disproportionnés et déformés comme une grosse tête ou des petits bras par rapport au reste de leur corps par exemple. Aucun appareil génital n'est apparent mais on peut plus ou moins déterminer leur sexe grâce à leur apparence. Ah bah, il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Les titans ne sont pas très intelligents, mais ont un comportement étrange, voire imprévisible.
Ils sont généralement attirés par les humains et les zones peuplées. Ils ont une capacité de régénération qui peut régénérer tout leur corps, y compris leur tête. En effet, lorsque leur corps est endommagé, comme un bras coupé par exemple, une fumée se dégage de l'endroit blessé et commence à le régénérer, ce qui rend les titans particulièrement difficiles à tuer. Leur seul point faible est une zone au niveau de leur nuque. Normal, car quand un alien se transforme en titan, en réalité, le titan se crée autour de lui et son corps humain fusionne en quelque sorte avec le corps du titan au niveau de la nuque. Un groupe de titans est particulièrement dangereux même pour les titans primordiaux. Même un simple titan peut faire d'énormes dégâts et provoquer d'importantes pertes humaines. Ces monstres ont une taille variable, le plus petit qu'on ait vu faisant dans les 2 mètres, mais ils peuvent aller jusqu'à 15 mètres. Néanmoins, les plus courants font aux alentours des 7 mètres. Du coup, je me demande, comment le corps humain du titan de 2 mètres peut se retrouver au niveau de sa nuque, vu la taille du titan? Enfin bref, les titans ne sont pas actifs la nuit du fait du manque de lumière, comme s'ils dormaient. Ils sont réputés pour dévorer des humains, mais ils ne possèdent pas de système digestif complet. Une fois leur estomac plein, ils régurgitent tout simplement leur repas. A noter qu'ils dévorent les humains par envie et non par nécessité, car ils ont pu survivre des années sans manger. Ils ne semblent pas vraiment vieillir et peuvent survivre des dizaines, voire des centaines d'années. De par leur taille, ils possèdent une force et une endurance colossales. Comme, comme le titan colossal, c'est une blague en fait. Il existe aussi un autre type de titan un peu spécial appelé titan déviant. Les déviants ont un comportement différent de leurs congénères. La chose qui les caractérise le plus est leur imprévisibilité. Contrairement à un titan que l'on peut qualifier de normal, les déviants ne se focalisent pas sur ceux qui les attaquent, mais soit sur une cible précise, soit sur un endroit peuplé. Ils sortent généralement de nulle part et se déplacent de façon étrange. On a également pu en voir attendre et se cacher devant une cible hors d'atteinte. Bien sûr, il existe un autre type de titan complètement différent et qui, dans les faits, n'a rien à voir, les 9 titans primordiaux. Alors, par où commencer? Les titans primordiaux sont donc les descendants directs du titan originel d'Ymir. Seuls 9 Eldiens peuvent posséder le pouvoir d'un primordial en même temps. Ces titans sont capables de se transmettre d'un Eldien à un autre. Pour cela, il faut que le nouveau détenteur soit transformé en titan normal et qu'il dévore le détenteur du titan primordial. Le nouveau détenteur peut alors reprendre forme humaine et peut se transformer en titan primordial. Pour pouvoir se transformer, le détenteur doit recevoir une blessure, volontaire ou non, qui le fait saigner. Ça peut aller d'une simple coupure à une morsure ou encore une blessure plus grave. Il faut également une conviction suffisante pour que la transformation aboutisse. Ainsi, une fois blessé, le détenteur peut choisir quand se transformer. Quand ces conditions sont réunies, un éclair jaune jaillit du ciel et la créature se forme. Tout comme les titans normaux, une structure de chair et d'os apparaît et se développe pour former le titan, laissant le détenteur fusionner au niveau de la nuque. Les possesseurs de titans primordiaux conservent leur intelligence, leur lucidité, etc. Sauf lors des premières transformations où le titan peut devenir incontrôlable. Ça, on l'a vu avec Eren au début et plus récemment avec Falco. A noter que la transformation peut foirer et le titan est alors en partie formé. Leur apparence varie d'un individu à l'autre même s'ils gardent quelques spécificités similaires, comme par exemple l'aspect bestial pour le bestial, les crocs et les dents pour le mâchoire, etc., etc. La forme d'un Eldien en titan normal peut être différente s'il devient un titan primordial, même si pour Emir son apparence n'a pas changé. Si un détenteur est vaincu en tant que titan, il ressort du cadavre sous une épaisse fumée, mais peut également sortir en partie, laissant son titan en stand-by. Les primordiaux ont les mêmes capacités que les titans normaux, à savoir une force et une endurance surhumaine, mais aussi une capacité de régénération, et ce, même en tant qu'humain. Si le corps est endommagé, cela peut altérer la transformation. Néanmoins, si le corps est trop endommagé cette fois-ci, la capacité de régénération ne sera peut-être pas suffisante. Avec de l'entraînement, on peut apprendre à contrôler ses transformations ainsi que sa capacité de régénération. Lorsqu'Eren était à Revelio, il a laissé sa jambe amputée et a pu la régénérer d'un seul coup. Un Eldien peut obtenir le pouvoir de plusieurs titans primordiaux en même temps, en dévorant ces derniers. Ainsi, on peut techniquement réduire le nombre de titans primordiaux à 8, voire 7. Vous allez comprendre. Dernière petite chose, quand un Eldien obtient le pouvoir d'un primordial, sa durée de vie est alors réduite à 13 ans. C'est la malédiction d'Ymir, et ce serait pour cela qu'elle mourut et ne put se régénérer quand elle s'est prise la lance. Après, on n'a jamais eu de personnages qui sont morts à cause de ça. Bref, on va passer à la présentation des 9 et on va commencer par, j'ai envie de dire, le plus iconique,
le titan colossal, car c'est quand même lui qui est sur le premier tome, et qui a techniquement commencé l'histoire. Le colossal est le titan le plus grand parmi les 9, faisant 60 mètres de haut, 10 mètres de plus que le mur Maria qui détruisit à l'aide du cuirassé. Le colossal ne possède pas de peau, ce qui fait que ses muscles sont apparents. Sa force est proportionnelle à sa taille, si bien qu'un simple coup de pied a pu détruire le mur et envoyer voler le titan assaillant d'Eren en le blessant gravement. Mais sa véritable capacité est l'émanation plus ou moins intense de chaleur. En effet, en consommant en quelque sorte ses muscles, il peut se créer une véritable barrière de vapeur qui est très pratique contre les manœuvres tridimensionnelles car il repousse les câbles. La chaleur est telle qu'il peut brûler un corps humain rapidement. Sa transformation est aussi une arme de destruction massive, pouvant au choix provoquer une explosion conséquente et assez destructrice pour détruire une flotte de navires. Enfin, sa vapeur lui permet d'apparaître et de disparaître rapidement quand il redevient humain. Son dernier détenteur était Bertholdt avant d'être dévoré par Armin, lui permettant de survivre au passage. On passe ensuite à son compère, si on peut dire, le titan cuirassé. La caractéristique de ce titan est donc qu'il est cuirassé. Ouais, il va être temps que j'arrête YouTube moi. Bon, plus sérieusement, son corps est recouvert de plaques blindées très solides, ce qui le protège des lames de l'équipement tridimensionnel par exemple, ou même de canons. Après, elle ne résiste pas non plus à de l'artillerie conçue spécialement contre les titans. Il est en revanche sorti indemne quand il s'est pris de plein fouet le colossal incomplet en CGI qui tombait du mur. Son blindage le rend donc très résistant et il peut ainsi agir comme un bélier. Le titan cuirassé possède également le pouvoir de durcissement corporel, ce qui lui permet d'améliorer sa défense ou son attaque. Il n'est cependant pas le seul titan à savoir l'utiliser, mais on y reviendra. On ne sait pas trop si c'est une capacité que Reiner a développée ou si tous les primordiaux peuvent le faire, mais il a réussi à transférer sa conscience dans le réseau neuronal de son titan afin de conserver ses souvenirs dans le cerveau de son titan car la moitié de sa tête était pulvérisée. Il a néanmoins deux points faibles notables. Il est fragile au niveau de ses articulations et il est assez lent à cause du poids de sa cuirasse qu'il peut d'ailleurs enlever pour être bien plus rapide. Son principal détenteur fut Reiner et devait revenir à Gabi. Vu qu'on a fait les deux premiers traîtres, autant s'occuper du dernier, ou plutôt de la dernière, le titan féminin. Physiquement, bon, bah on va dire qu'il a de bonnes formes, hein. Ce titan est le plus polyvalent pour plusieurs raisons. Il est très endurant, rapide et mobile, ses gestes ressemblant davantage à celui d'un humain, ce qui est létal car son possesseur, Annie, manie les arts martiaux. Ainsi, elle a pu exterminer l'escouade de Levi, l'élite du bataillon d'exploration à elle seule, et surpasser Eren en titan. Le féminin possède également un cri qui lui permet d'attirer les autres titans. Sa capacité de régénération est également bien maîtrisée, puisqu'Annie peut choisir quelle partie de son titan soigner en priorité. Tout comme le cuirassé, il peut solidifier son corps, soit pour protéger sa nuque, soit pour augmenter la force de ses coups. Cette capacité viendrait du fait que le titan féminin puisse assimiler le pouvoir d'un autre primordial en mangeant un morceau. Enfin, Annie a pu directement cristalliser son corps et être ainsi dans un état proche du coma pendant des années. Après, est-ce que si un homme obtient le pouvoir du féminin, il devient un titan transgenre? Passons au titan mâchoire. Comme son nom l'indique, sa principale caractéristique est sa mâchoire puissante, capable de tordre des voies ferrées et même de détruire la cristallisation des titans lors d'une des scènes les plus mémorables de l'anime. Le mâchoire est également pourvu de griffes, tranchantes, dangereuses, mais surtout d'une agilité et d'une vitesse considérable, notamment due à son petit gabarit. Il excelle alors dans les attaques surprises et les déplacements dans des forêts ou des villes par exemple. Les équipements tridimensionnels sont assez peu efficaces de par sa mobilité. Cependant, comme chaque titan, celui-ci a aussi ses limites. Sa capacité de régénération n'est pas très développée et sa résistance est assez faible. Il fut en possession de Marcel Galliard avant qu'il se fasse dévorer par Ymir. Celle-ci va alors remettre ce titan au frère de Marcel, Porco, avant que celui-ci ne se sacrifie afin que Falco puisse redevenir humain. Bon là je vais légèrement spoiler les animes only, donc je vous mets un timecode si vous n'êtes pas à jour dans le manga. D'ailleurs, en parlant de lui, vu qu'il a bu du liquide cérébrospinal du titan bestial, celui-ci a obtenu certaines de ses particularités. C'est pourquoi le titan mâchoire a pu devenir une sorte de titan hybride avec la mâchoire de son titan et une partie bestiale composée d'un bec, de griffes, de plumes, mais surtout d'une paire d'ailes. On continue avec, disons, le moins impressionnant, le titan charrette. Il est facilement reconnaissable à sa tête assez grande et allongée.
C'est le titan le plus petit parmi les primordiaux, mais l'un des plus rapides, étant quadrupède. Bon, ok, il fait un peu tâche par rapport aux autres, mais c'est lui qui a l'endurance la plus élevée des 9. Déjà, il est très utile pour transporter de l'équipement lourd et peut être équipé de canons et de divers artilleries anti-titans, ce qui fait de lui une véritable tourelle vivante. Il faut savoir que tous les possesseurs de primordiaux ne peuvent se transformer qu'environ 2 ou 3 fois en un court laps de temps avant de fatiguer et ne peuvent rester sous leur forme de titan que quelques heures. Mais ce n'est pas le cas de Pique, sa détentrice, qui peut rester des mois sous sa forme titanesque sans se fatiguer, ce qui est idéal pour les longues missions. De plus, Pique peut se transformer à la suite quasiment à l'infini sans fatiguer. Tout comme le mâchoire, sa régénération est en revanche pas incroyable. Pique peut parler distinctement quand il est en titan, mais à sa voix déformée. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt, mais évidemment, on va revenir sur lui, le titan bestial. Alors lui, son apparence varie beaucoup d'un Eldien à un autre, mais il garde bien sûr un côté bestial. Celui de Sig a les traits d'un primate, mais a un corps disproportionné, avec une petite tête, un gros ventre et de longs bras. Tiens, ses bras, parlons-en. Avec, il peut facilement grimper des surfaces comme les murs de l'île de Paradis. D'autre part, vu leur morphologie, ils sont idéaux pour les lancer, combiné en plus aux capacités de lanceur de Sig, qui est un grand amateur de baseball. Son expérience fait qu'il sait très bien viser. Sa technique favorite consiste à prendre d'énormes rochers, de les broyer dans ses mains et de lancer le tout. Il a pu massacrer la grande majorité du bataillon d'exploration comme ça. Du fait que Sig soit de sang royal, il possède également un cri au pouvoir particulier. En effet, il peut transformer n'importe quel Eldien en titan si il a au préalable le liquide cérébrospinal de son titan en eux, que ce soit par ingestion ou autre. Sig peut également utiliser son cri tout en restant humain. À la manière du titan originel, il peut contrôler les titans nouvellement créés et même de nuit. Il peut lui aussi parler en forme de titan. Avant de vous parler du prochain titan, laissez-moi vous parler un peu du clan Tiber. Certes, c'est un peu hors sujet, mais ça me paraît important vu qu'il est lié au titan marteau d'armes. Le clan Tiber est un clan de la noblesse de Mar. Vous vous souvenez de l'histoire d'Elos, comme quoi il aurait chassé le roi Frys et fit tomber l'empire d'Eldia? Eh bien tout ceci est complètement faux, il s'agit en quelque sorte de propagande Mar. En réalité, Karl Fritz était lassé de cet éternel conflit et selon les rumeurs, trouva un accord avec le clan Tiber pour que le roi quitte le conflit. Elos n'étant en fait qu'un simple soldat Mar inconnu. Le clan Tiber fut donc les premiers Eldiens à rejoindre Mar et à se soulever contre Eldia. Pour en revenir au titan marteau d'armes, il est transmis de génération en génération dans le clan Tiber. Ce titan est un peu à part parmi les primordiaux. Tout d'abord, sa capacité principale est de pouvoir créer n'importe quelle structure grâce à son durcissement. Il peut par exemple créer des stalagmites, une épée, et même des armes flexibles comme une corde d'arbalète ou un fouet et bien sûr un marteau à son échelle qu'il maîtrise très bien. Il a pu par exemple décapiter le titan assaillant en un seul coup. Ce qui rend ce titan particulier, c'est que son détenteur ne se situe pas au niveau de la nuque, mais est relié via un cordon au titan, ce qui lui permet de le contrôler plus ou moins à distance. Le titan marteau d'armes est donc comme une sorte de construction qui n'a pas le point faible principal des autres titans, à savoir la nuque. Le titan peut donc facilement se régénérer, son détenteur étant protégé par une sorte de cristal similaire à celui d'Annie qui est très solide. Utiliser son pouvoir semble néanmoins coûteux en énergie, à savoir que c'est le seul titan qui se forme à partir des pieds et non de la nuque. Il était en possession de Lara Tiber, la sœur de Willy Tiber, le chef du clan, avant qu'Eren utilise la mâchoire du titan de Porco pour briser le cristal et l'avaler. Tout comme Sig et Pique, Lara pouvait parler via son titan. Forcément, on va passer au titan d'Eren, le titan assaillant, qui est au passage connu pour s'être toujours battu pour la liberté des Eldiens, ce qui est assez ironique quand on sait ce qu'il se passe après. Tout comme le féminin, il est plutôt bien adapté au combat, surtout contre les titans normaux. On a juste à regarder sa musculature pour s'en rendre compte. Il a les cheveux longs, des oreilles pointues et ses dents sont apparentes. Il est assez mobile pour sa taille, ce qui permet à Eren d'effectuer des prises de combat en l'étant transformé. Sa force physique est incroyable et sa régénération rapide. Après avoir géré une sorte de sérum appartenant à Rodrice, il a été en mesure de maîtriser le durcissement comme les titans cuirassés et féminins. Il peut donc durcir entièrement son corps s'il le souhaite et ressortir du titan, ou l'utiliser au niveau de ses poings pour augmenter considérablement l'impact de ses coups. Étant donné la nature d'Eren et sa colère d'abord envers les titans puis envers les mares, le titan assaillant est un adversaire redoutable surtout quand il est enragé. Lors de son combat contre Annie, son corps a pu s'enflammer suite à sa rage, ce qui a décuplé ses capacités.
On pourrait penser que c'est ça sa capacité, mais en fait non, puisque cette forme n'a été utilisée qu'une seule fois et elle est exclusive à l'anime. Sa véritable capacité est la seule qui n'a pas de lien direct avec le titan. Alors restez attentifs, ça va être un petit peu complexe. Le titan assaillant permet de connaître l'avenir. Concrètement, le détenteur actuel peut donner accès à ses souvenirs aux anciens détenteurs de l'assaillant, ce qui a permis à Grisha de savoir ce qui allait se passer, comme la chute des murs, et ce, des années avant que cela se produise. De plus, en étant en contact avec quelqu'un de sang royal, il donne accès aux souvenirs des anciens détenteurs et peut y interagir pour en quelque sorte influencer le passé. C'est alors qu'on comprend que tout ce qu'a subi Eren depuis le début est en fait dû à lui-même. Cela explique d'ailleurs le passage où Eren Kruger parle d'Armin et Mikasa alors qu'ils ne sont même pas nés, et surtout, celui-ci. Eh oui, il s'est passé une dinguerie dès la toute première scène du manga. Isayama est un putain de génie. Bon, vous l'aurez compris, on termine cette vidéo avec le titan originel. Ça va spoiler à partir de maintenant, donc si vous n'avez pas lu la fin du manga, par précaution, je vous invite à rejoindre le timecode qui s'affiche à l'écran. Le titan originel est l'aîné de tous les titans et par conséquent possède des pouvoirs bien supérieurs aux autres qui touchent non seulement les titans mais aussi les Eldiens et ne semble pas avoir de réelles limites. L'originel peut tout d'abord modifier ou effacer les souvenirs des Eldiens et même les stériliser. Il est capable également de transformer n'importe quel Eldien en titan et le contrôler à sa guise, ce qui rend ce pouvoir redoutable. Lorsque Karl Fritz est arrivé sur Paradis, il a utilisé le pouvoir de l'originel pour créer des titans colossaux afin qu'ils utilisent leur capacité de durcissement pour créer les murs Maria, Rose et Sina. Cette armée de titans colossaux peut encore être contrôlée et se libérer des murs. Eren utilisa ce qu'on appelle le grand terrassement et provoqua l'un des plus grands génocides de toute l'histoire des mangas. Vraiment, j'ai hâte de voir ça en animé, mais il faut encore attendre genre 73 ans pour avoir la suite. J'espère aussi vraiment qu'ils ne vont pas censurer ce passage parce que personne n'est prêt. Bref, je m'égare. Le grand terrassement est donc une armée de titans colossaux qui avancent sans répit pour écraser tout sur leur passage. Fritz s'en est servi comme moyen de dissuasion afin que les mares n'attaquent pas Paradis. Une chose importante à retenir, c'est que l'original ne peut être utilisé que par les Eldiens ayant du sang royal. Un Eldien peut très bien dévorer le détenteur et obtenir le titan, mais ne pourra pas utiliser son pouvoir. Cependant, si le détenteur, qui ne possède pas de sang royal, rentre en contact avec un titan ou un Eldien qui a du sang royal, il peut utiliser le pouvoir de l'originel tant qu'il le touche. Un détenteur de l'originel ayant du sang royal semble posséder des pupilles étranges. Non, 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 c'est bon. En réalité, le titan originel est l'Axe, une sorte de dimension qui transcende l'espace et le temps et qui relie chaque Eldien vivant via le chemin. Après sa mort, Ymir se retrouva ici et passa des centaines d'années à façonner le titan à la manière d'une esclave. Eren avait pour but de rejoindre son demi-frère Sig, qui est de sang royal, afin d'utiliser l'Axe à son plein potentiel, mais il se fit décapiter par Gabi. Sig rattrapa la tête de son frère, ce qui lui permit de rentrer dans le chemin et convaincre Ymir d'utiliser son pouvoir au service d'Eren. L'espèce de Pokémon colonne vertébrale qui avait transformé Ymir en titan émergea alors de la tête d'Eren et le relia à son corps. Ce dernier fusionna en quelque sorte avec Sig et se transforma en titan originel, un gigantesque monstre squelettique. Il déclencha le grand terrassement et utilisa le chemin pour parler à tous les Eldiens vivants. Sous cette nouvelle apparence, Eren peut recréer les titans primordiaux d'anciens détenteurs, comme le marcheur de Marcel ou le colossal de Bertholdt. Après avoir massacré une grande partie du monde extérieur, Sig se donna à Levi et le grand terrassement prit fin, Eren n'ayant plus de contact avec un Eldien de sang royal. Il se transforma alors en un titan de taille similaire au colossal d'Armin et commença à se battre. Mikasa finit par achever Eren, qui annule le pouvoir des titans de tous les Eldiens, les primordiaux y compris, avant de mourir. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je ne vous cache pas que c'était un petit peu laborieux pour l'écriture, car il fallait en même temps que j'ajoute suffisamment de détails pour être le plus complet et intelligible possible, mais ne pas trop en mettre pour ne pas vous perdre.
Dans tous les cas, je suis content d'avoir enfin fait cette vidéo et j'espère qu'ils ne vont pas foirer la neuvième partie du final de la saison finale de la dernière saison de l'animé. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.